Bonjour, merci à tous et à toutes d'être présents pour cet atelier. Je suis aux côtés de Laurence Tasson de BPI France, qui est en charge de l'Observatoire de la création d'entreprises notamment, et qui va intervenir à mes côtés. Donc, moi je m'appelle Guillaume Ménard, je travaille pour Bretagne Compétitivité, et on a 45 minutes. Donc ça veut dire qu'on va avoir un petit temps de présentation pour Laurence et moi. Pas si petit que ça. Voilà, et on a prévu un temps pour de l'interaction avec vous, donc n'hésitez pas à préparer vos questions pour la fin de l'atelier. Allez, à moi. Vas-y. Ça fonctionne. Alors, bonjour à tous, je suis donc Laurence Tasson, et avant de vous parler de secteur porteur, de la notion qu'on n'aime pas forcément très bien avec Guillaume, mais qu'on va quand même traiter parce qu'il faut le faire. Je voudrais quand même vous parler un petit peu pas de statistiques, mais je voudrais quand même vous montrer un peu la dynamique entrepreneuriale qu'il y a en Bretagne parce qu'elle est quand même d'une très très belle facture. Regardez un petit peu ce graphique. Dans ce graphique, vous avez deux courbes. Vous avez une courbe enfoncée qui est la courbe de la Bretagne et vous avez une courbe en bleu clair qui est la courbe de la France. Eh bien, regardez sur les 10 dernières années, la Bretagne est en majorité au-dessus en termes de création d'entreprises que la France. Donc vous surperformez dans cette région en termes de création d'entreprises. Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique entrepreneuriale assez forte en Bretagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en 2022, l'année dernière, vous avez créé à peu près 40 000 entreprises en Bretagne l'année dernière. Et parmi ces 40 000 entreprises, il y en a plus de la moitié qui sont des micro-entrepreneurs. Donc ça, c'est un point un peu fort sur la création d'entreprises. Alors, bien évidemment, là, vous voyez, 56% de micro-entrepreneurs en Bretagne, 60%, un peu plus de 60% pour la France. Donc, on est un petit peu en deçà de la moyenne sur ce statut-là. Et deuxième élément que je voulais vous mettre en tête sur la région Bretagne, c'est que près d'un quart des créations d'entreprises se font en zone rurale. Les trois autres quarts étant dans des zones urbaines et périurbaines. Alors, je voudrais vous montrer un petit peu, parce que tout ça, ça positionne un peu vos projets de création d'entreprise, bien évidemment. Je voudrais vous montrer un petit peu les écarts qu'il y a entre les 4 départements de la Bretagne. Vous allez vous apercevoir que les 2 départements du milieu, qui sont en vert, je ne sais pas comment vous les voyez, oui, voilà, vert clair, ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs derrière, donc tout va bien. Donc les deux couleurs, donc la Côte d'Armor, et le Morbihan, ont une dynamique entrepreneuriale beaucoup plus forte que le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Regardez, plus 7% et plus 5% par an. Et puis, ce sont des territoires où il y a beaucoup plus de création en zone rurale que pour le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Alors, bien évidemment, c'est lié à la structure industrielle et la structure maritime de l'autre côté. Mais voilà, c'était les 2 éléments que je voulais vous porter à connaissance, parce que quand vous créez une entreprise, il faut que vous puissiez la localiser, et en la localisant, vous allez avoir des intérêts à avoir ce genre d'indicateur en tête pour pouvoir porter et implanter votre entreprise vraiment au bon endroit. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose là-dessus? Eh bien, écoutez, c'est pas grave, je vais vous le lire. Qu'est-ce qui se passe de façon très générale? Ce sont les 10 dernières années, c'est les secteurs. Alors là, on n'est pas sur les secteurs porteurs, on est sur les secteurs d'activité. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, on a 2 secteurs qui sont massifs. Donc c'est des secteurs, des grands secteurs. 2 secteurs qui reculent. On a le premier qui est en haut, qui est l'enseignement à la santé humaine, qui recule en termes de création d'entreprises sur les 10 dernières années. Et on a celui qui est en gris clair, qui recule énormément, c'est tout le secteur du commerce. Donc la Bretagne crée des entreprises de moins en moins dans le secteur du commerce et de moins en moins dans l'enseignement et la santé humaine. Qu'est-ce qui progresse? Bien évidemment, puisqu'on est dans un taux de création qui progresse tous les ans. Eh bien, qu'est-ce qui progresse? C'est les 4 flèches vertes que vous avez. Le premier vert foncé au-dessus, c'est les activités scientifiques et techniques. Donc, c'est tout ce qui est lié à la partie liée à tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est activité de conseil en entreprise, etc. Vous avez un autre secteur qui augmente aussi, c'est le jaune. Vous avez vu, il a presque doublé là, par rapport aux dernières années sur 2022. Eh bien, le jaune, c'est les services en direction des personnes. Et tout ce qui est service en direction des personnes, c'est en fait tout ce qui est service, alors je ne dirais pas à la personne, parce que si on a mis en direction des personnes, c'est parce que ce n'est pas que les SAP, mais c'est tout ce qui est lié au service qui est rendu à l'individu.
Vous avez deux secteurs aussi, les deux derniers qui augmentent, dans lesquels la création d'entreprises est de plus en plus forte. Vous avez donc, pour les deux derniers, je suis désolée, je les lis comme ça, je suis désolée, je vous tourne le dos. Hein. Vous avez la construction, alors c'est moyennement augmentant, mais surtout l'industrie, vous avez un regain d'installation, de création d'entreprises dans l'industrie sur les dernières années. Alors, autre spécificité qui dissocie un petit peu la partie Ille-et-Vilaine, cette fois-ci, du reste de la région. Eh bien, regardez, je vous les ai mis en gras, qui sépare les deux. C'est qu'en Ille-et-Vilaine, vous avez beaucoup moins d'industrie et de création d'entreprises dans l'industrie et dans la construction que ce que vous pouvez avoir dans les trois autres départements, même si l'écart n'est pas franchement énorme. Par contre, vous avez tout ce qui est commerce, hébergement, restauration, tout ce qui est transport, on en parlera tout à l'heure. Eh bien ça, c'est ISO. C'est-à-dire qu'en fait, la création d'entreprises dans ces secteurs-là, elle a la même dynamique que ça, quel que soit le territoire en Bretagne. En revanche, qu'est-ce qui va se différencier? C'est qu'en Ille-et-Vilaine, vous allez avoir beaucoup plus d'autres services. Et dans ce autre service, c'est effectivement tout ce qui est lié aux services, aux activités scientifiques et techniques et tout ce qui est lié aux services, aux entreprises. Donc on est sur du tertiaire en B2B. D'accord? Voilà. Et beaucoup plus en Ille-et-Vilaine que sur les trois autres territoires. Alors ça, c'est juste pour que vous puissiez regarder rapidement. Les couleurs, c'est les grands secteurs dont on parlait tout à l'heure. Regardez, si vous regardez rapidement les 4 camemberts, en fait, vous avez très peu d'écart en termes de spécialisation dans chacun des départements. Donc, dans chacun des départements, vous allez retrouver des secteurs d'activité qui ont un poids quasi ISO. À remarquer tout de même, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, regardez en Ille-et-Vilaine, regardez la part du camembert qui est vert, le vert du milieu. Celui qui est à côté du vert clair, c'est activité scientifique et technique, je vous ai tout à l'heure, plus important en Ille-et-Vilaine qu'ailleurs. Regardez aussi le secteur du commerce en Côte d'Armor, en Côte d'Armor, Finistère et Morbihan, il est légèrement plus gros, voilà, qu'en Ille-et-Vilaine. Et vous avez ensuite un dernier camembert à regarder, c'est les activités financières et immobilières. En Côte d'Armor, dans le Morbihan, elles sont un petit peu plus élevées que dans Ille-et-Vilaine et dans le Finistère. Voilà les quelques éléments que je voulais vous brosser avec la vision statistique de la réalité des choses. Aujourd'hui, ça, je vous les passe, on en reparlera tout à l'heure peut-être. C'est les secteurs dans lesquels il y a eu le plus d'activités de création d'entreprises sur la dernière année, mais on en reparlera plus tard. Je voudrais passer à la deuxième partie de mon intervention parce que le temps tourne. Et excusez-moi, mais j'ai une petite sécheresse de bouche qu'il faut que... Voilà. Alors, à nous, secteur porteur. Alors, je laisserai Guillaume vous dire tout le bien qu'il pense de la notion de secteur porteur tout à l'heure. Moi, je vais vous dire que je ne suis pas une fan non plus. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai titré en cohérence avec ce que vous dira Guillaume tout à l'heure. La notion de secteur porteur, en fait, c'est vrai que c'est un peu tentant. On entend partout, tout le monde en parle, tout le monde vous dit qu'il faut vous mettre dans les secteurs porteurs. Pourquoi se mettre dans un secteur porteur? C'est pas forcément la solution, ça dépend de ce que vous voulez faire de votre entreprise. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je laisserai la primeur à Guillaume et je viendrai compléter éventuellement en fin de séance en fonction de ce qu'il vous aura dit. Moi, je préfère vous travailler les secteurs porteurs, mais plutôt sous l'angle des tendances sociétales. Parce qu'en fait, ce sont ces tendances, c'est les transformations de la société qui vont être importantes à prendre en compte dans votre projet, de façon à ce que votre projet il soit porteur. Ce n'est pas son secteur qui est porteur, c'est votre projet qui est porteur. D'accord ? Donc, je vais vous montrer en quelques éléments et en quelques exemples les tendances porteuses dans les projets, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez avoir en tête dans votre projet pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre création d'entreprise ou votre reprise d'entreprise, parce que vous allez voir que c'est vrai aussi pour la reprise d'entreprise. Et si je vais même plus loin, mais normalement le public n'est pas là, c'est que même ces éléments-là, un chef d'entreprise, s'il les a pas en tête aujourd'hui pour faire évoluer son entreprise, eh bien, il a de fortes chances de se faire distancer dans le temps. Première évolution de la société qui est majeure aujourd'hui, vous allez voir, vous allez rien découvrir, hein. C'est juste que là, quelque part, on met les choses dans la tête et vous les gardez en tête et vous les utilisez en fonction de votre type de projet.
La première évolution, c'est l'évolution des modes de consommation aujourd'hui de vos clients. Alors, consommation, on est plutôt sur du B2C ici, parce que c'est quand même là qu'il y a c'est là qu'il y a le fondamental, mais vous verrez qu'à l'intérieur donc de ces éléments-là, il y a aussi du B2B, parce qu'il y a certains éléments, notamment les parties éthiques, ou le parti local, qui vont venir impacter votre projet lorsque vous êtes en B2B. Alors, les évolutions des modes de consommation, bien évidemment, quand on parle de consommation, on pense à manger, on est bien français. Et donc, quand on passe à manger, aujourd'hui, c'est manger sain. Et quand on dit manger sain, on fait appel à tout ce qui est végétal aujourd'hui, qui se développe énormément. Le bio, alors je l'ai laissé, le bio, parce que bien évidemment, on continue à en parler et on continue à faire du bio aujourd'hui, bien qu'on s'aperçoive aujourd'hui que tout ce qui est bio commence un petit peu à stagner, parce que par définition, c'est comme tous les nouveaux secteurs, c'est comme tous les nouvelles tendances, ça part très vite, ça monte très vite, et puis à un moment donné, ça va attraper son rythme de croisière. Eh bien, peut-être que sur le bio, je dis peut-être, on est arrivé au rythme de croisière de la création d'entreprises dans le bio ou sur le secteur du bio aujourd'hui. À voir, ça dépendra des évolutions de consommation qu'on aura dans les 10 prochaines années. Autre élément important sur ce qui est manger sain, c'est tout ce qui est artisanal. Alors, je vais faire un mélange entre artisanal, qualité, authenticité, parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans l'alimentation, ce qui se développe de plus en plus, c'est des positionnements sur des segments qui sont éventuellement des segments premium, ou c'est vraiment des segments de niche sur tout ce qui est l'authentique. C'est du local, c'est pas de l'industriel, c'est fait par des produits de bonne qualité. Et donc ça, c'est tout ce qu'on va avoir en termes de artisanal, qualité, authenticité. Gardez-le en tête. Et enfin, dernier élément, et ça c'est pour être un peu plus technique, sur des sujets qui sont pas que des sujets de qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, c'est comment on va aussi mesurer toute cette qualité, d'où ça vient, est-ce que c'est pertinent ou pas pertinent. Et donc, on a pas mal de créations d'entreprises qui se portent aussi sur tout ce qui est Nutri-Score et traçabilité de la chaîne. Alors, je ne dis pas que des aliments, c'est traçabilité de toute la chaîne. Et donc, ça, c'est pour la partie manger. Autre partie, c'est dans les modes de consommation, de plus en plus, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des créations d'entreprises qui vont être portées par le faire soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont avoir comme objet, comme business model, en fait, de proposer en fait des activités que les gens peuvent faire chez eux. Donc là, je vous ai mis les bijoux et la couture, bien évidemment. La couture, c'est assez ancien. Les bijoux, c'est de plus en plus. On a aussi tout ce qui est déco et bricolage aujourd'hui. Regardez tous les kits et toutes les prêts à construire ou prêts à fabriquer que vous pouvez avoir aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est une tendance. Gardez-la en tête pour vos business models parce que ça peut vous orienter sur la façon de proposer vos produits. Et ensuite, vous avez le faire soi-même, c'est aussi tout ce qui est hygiène et beauté. Et de plus en plus aujourd'hui, on a des entreprises qui se créent parce qu'en fait, elles produisent elles-mêmes des produits d'hygiène, la lessive, les produits pour le parterre, les produits pour décaper, mais aussi tout ce qui est beauté, puisque aujourd'hui, le dentifrice, le shampoing et j'en passe, c'est des meilleurs en termes de crème. Et bien effectivement, ça, ce sont des activités qui aujourd'hui se développent en termes de création d'entreprise. Ça, c'est plutôt pour je fais moi-même, je fais pour les autres. Et on a un autre élément, c'est toute la partie éthique. Gardez en tête que l'éthique est fondamentale aujourd'hui. J'étais en discussion avec quelqu'un qui est un consultant RSE tout à l'heure. Eh bien, typiquement, par définition, lorsqu'aujourd'hui on crée une entreprise, un des éléments de compétitivité, c'est effectivement de prendre en compte l'inclusion sociale, si on le souhaite, c'est de prendre aussi... Alors, inclusion sociale, c'est la possibilité de faire participer à la production ou aux différents stades de production ou aux différents stades de gestion de l'entreprise, des personnes qui sont en difficulté ou des personnes qui aujourd'hui, alors en difficulté handicap ou difficulté en termes d'emploi. Et donc, on peut avoir aussi de l'éthique en termes de respect de la vie humaine et de la vie des animaux. Et ça porte aussi en termes de création. Ces éléments-là, c'est pas là-dessus que vous allez créer votre boîte, c'est que vous allez prendre en compte ça pour la créer, pour lui mettre des fondements qui, quelque part, vont être cohérents avec ce que le consommateur souhaite. On est sur les modifications des modes de consommation. On consomme plus éthique. Donc, il faut l'intégrer dans vos business models. Vous avez ensuite la partie développement durable avec les 2 derniers points. Développement durable, on consomme aujourd'hui de façon à avoir l'impact le moins important possible sur la société et l'économie et sur
l'environnement. Et donc là-dessus, on a tout ce qui est gestion des déchets, on a tout ce qui est recyclage. Donc pensez quand vous faites votre business model, vous produisez quelque chose, votre produit, il ne s'arrête pas au moment où vous le vendez, il va s'arrêter au moment où il va être détruit. Donc pensez aussi que votre produit, vous pouvez le travailler jusqu'à son recyclage, jusqu'à sa récupération, jusqu'à sa destruction. Et ensuite, vous avez aussi tout ce qui est partie mobilité douce. La mobilité douce, bien évidemment, c'est lié à tout ce qui est transport aujourd'hui. Et le transport, ce n'est pas que le transport des autres, c'est le transport de votre transport à vous, votre transport de marchandises, et c'est le transport de vos salariés lorsque vous en avez. Ça, c'est la partie éthique. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. Je passe aux loisirs, parce qu'il y en a tellement partout. Je vais faire loisirs, je ferai les loisirs. Oui, loisirs. De plus en plus de créations vont se tourner vers ce qu'on appelle l'écotourisme, mais surtout, la grande vague, c'est le tourisme de proximité. Les gens redécouvrent en fait leur région. Ils ne vont pas faire des milliers de kilomètres, ils vont passer leurs vacances dans leur région pour découvrir leur région. On appelle ça le tourisme de proximité. Je vous parlerai des seniors, mais tout à l'heure. Donc, je vous laisse tomber les loisirs des seniors. Dans les loisirs, on a les jeux vidéo, mais ça, c'est vieux comme le monde, mais ça continue et ça perdure. On a deux autres choses. Je vous parlais tout à l'heure de qualité, authenticité, artisanat. Va avec tout ça, j'aurais même pu le mettre là-bas. C'est le Made in France, mais le Made in France, on n'a pas que dans la consommation. Le Made in France aujourd'hui, le fait que ça soit fait en France, que ça soit labellisé, estampillé, a un atout. C'est un atout majeur, à la fois pour vous dans votre vente en local, mais c'est aussi un atout pour vous lorsque vous vendez à l'étranger. La marque France est d'une puissance importante, quels que soient les secteurs. Sachez-le. Et enfin, je vous parlais tout à l'heure des faire soi-même. J'aurais pu parler du prêt-à-consommer aussi. Eh bien, effectivement, il y a le prêt-à-consommer. Je vous en ai commencé à en parler. C'est tout ce qui est sous forme de kit. Et effectivement, on a les kits donc, de fabrication. Donc ça, c'est vieux aussi comme le monde. Mais ça fonctionne de plus en plus dans plus de secteurs. Mais c'est aussi tout ce qui est prêt à fabriquer. C'est aussi tout ce qui est plat préparé. Pensez, et on en reparlera tout à l'heure, c'est tout ce qui est restauration livrée, restauration nomade. Et bien en fait, tout ce qui est prêt à plat à préparer, y compris chez soi, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas acheter quelque chose de prêt. Vous achetez les aliments et vous venez le préparer chez vous. Ben, c'est comme quand vous montez un meuble, vous attrapez les composantes du meuble et vous venez le monter chez vous. Ben, la cuisine, c'est pareil. La beauté, c'est pareil. Et demain, il y a plein de secteurs comme ça qui seront en kit et que vous pourrez récupérer, vous les fabriquerez et vous les monterez chez vous. J'ai perdu la zapette. Hop. Alors, les modes de consommation, il n'y a pas que la bouffe, les loisirs, il y a aussi la beauté et la santé. Et effectivement, là-dedans, on a deux axes qu'il faut que vous ayez en tête pour ceux qui ont envie de travailler sur ces sujets-là. C'est d'abord vivre mieux. On parlait tout à l'heure d'alimentation saine. Par contre, vivre mieux, eh bien, vivre mieux, ça va être en santé et en beauté. Ça veut dire qu'on va prendre plus soin de l'être humain, de soi-même. Et donc, on voit aujourd'hui beaucoup d'activités qui se déploient, notamment, et là je vais vous le dire messieurs, bravo, c'est que vous aujourd'hui aussi, vous allez dans des instituts de beauté, et il existe aujourd'hui des instituts de beauté que pour les hommes. Voilà, c'est comme à l'école, il y a l'école des garçons, l'école des filles. Ben là, il y a les instituts de beauté pour les hommes, les instituts de beauté pour les filles. Eh bien voilà, ça existe et il y en a de plus en plus. Donc, pensez-y, tout ce qui est soins et santé, tout ce qui est soins et beauté, en fait, c'est de plus en plus courant en termes de création d'entreprise, donc c'est aussi un élément à garder en termes d'idées pour vous installer. Dans le vivre mieux, pour tout ce qui est les soins, donc on va laisser tomber alors oui, tiens, chez la beauté, oui, un truc, on en voit de plus en plus aussi, parce que ça revient à la mode, ça l'été, ça revient à la mode, et j'ai perdu le nom, c'est les barbeurs là, comment ça? Aide-moi. Les barbiers, voilà. Les barbiers qui aujourd'hui, en fait, ouvrent des ateliers pour tailler la barbe, mais qui vont éventuellement vous faire les cheveux, mais qui vont faire d'autres choses aussi. En même temps, ils ne feront pas que ça. Alors, surtout, n'ouvrez pas un atelier une coupe de barbe, parce que tout seul, ça ne suffit pas. C'est pas rentable. Et ça, on en parlera aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a des activités qui, aujourd'hui, on le vend en poupe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se créent sur ce sujet-là, mais en fait, l'activité en soi ne suffit pas. Il faut la développer en multipliant la variété des services que vous apportez pour pouvoir être rentable. Tout à l'heure, je vous parlerai peut-être, je ne sais même pas si je l'ai mis là, médecine non conventionnelle, c'est parce que je n'ai pas voulu écrire médecine douce. Si vous voulez vous lancer dans les médecines douces, le yoga, la réflexologie, la naturopathie, tout ce que vous voulez en termes de médecine douce, attention, seules quelques personnes s'en sortent rentablement, sortent un salaire
de cette activité quand ils ne font que ça. Souvent, vous avez des gens qui ont des salons de yoga, mais qui font autre chose à côté. Ils sont peut-être salariés par ailleurs, à mi-temps ou à quart de temps, ou ils font une autre activité, ou alors ils ont le yoga plus autre chose à l'intérieur de la télé. Donc faites bien attention. Quand on vous parle de secteur porteur, quand vous voyez qu'effectivement il y a plein de gens qui se développent dans un secteur, faites attention, certaines activités ne sont pas rentables de façon autonome. Il faut de la pluriactivité pour arriver à en sortir un salaire. Et un salaire, et couvrir les charges, bien évidemment, parce que se payer sans couvrir les charges, ça ne fonctionne pas non plus. Plus longtemps, beauté et santé, autre élément sur les beautés et les santé, c'est vivre plus longtemps. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la silver economy. Aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. Alors c'est vrai que la tendance à la durée, la longévité de la vie est en train, donc pareil, de se stabiliser, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on vit très longtemps. On vit beaucoup plus longtemps après la retraite. Et donc, bien évidemment, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, la vie s'allonge, mais le corps n'est pas fait pour vivre très longtemps. Et donc, plus on va aller dans le temps, et plus on va avoir besoin de services pour nous aider à continuer à vivre longtemps. Et ça, c'est ce qu'on appelle la silver economy. Donc, je vous ai mis une petite liste que vous avez dans le tableau de droite, qui est un ensemble de services qui se développent, en fait, pour la silver economy, donc l'économie des seniors. Alors, je reviens sur mon tourisme, puisqu'on parlait des seniors tout à l'heure. Le tourisme des seniors, pensez-y, c'est important. C'est une catégorie de la population, c'est une CSP en fait, ça s'appelle une catégorie socio-professionnelle de la population qui a des revenus, pour la plupart assez élevés, et qui donc vont faire autre chose que rester devant la télévision, et donc ils vont partir en vacances, ils vont aussi investir, donc pensez aussi que ce sont des gens qui vont avoir des placements financiers particuliers, et donc vous avez une catégorie de la population qui est aujourd'hui de plus en plus nombreuse, qui vit de plus en plus longtemps, et qui va avoir des besoins spécifiques auxquels on commence juste à répondre, et encore de façon partielle. Évolution, tu me dis sur le timing, hein. Évolution des pratiques d'achat. Donc je vous parlais d'évolution de la consommation. Ici, je vais vous parler d'évolution des pratiques d'achat. Les pratiques d'achat aujourd'hui, vous savez, le e-commerce, je ne vais pas vous faire la leçon sur le e-commerce. Si vous n'avez pas au moins un site internet pour présenter vos produits, je ne vous parle même pas de la brique de vente, mais au moins un site internet pour présenter vos produits, ça va être difficile de prendre votre place sur le marché, même s'il est local. Pourquoi? Parce que les pratiques des consommateurs aujourd'hui, c'est d'abord d'aller faire un tour sur Internet pour voir ce qui existe, et ensuite ils vont dans les magasins. Donc si vous n'avez pas cette présence visuelle, au moins d'un site qui présente vos produits, ça va être difficile pour vous de faire votre trou, y compris sur votre zone locale. Deuxième chose, si vous êtes sur un produit qui s'exporte ou qui se transporte assez facilement, ajoutez un module de vente en ligne. Assurez-vous que vous avez la capacité à l'expédier. Et en ce moment-là, vous avez toute la brique informatique nécessaire pour développer votre entreprise autrement que par du physique. Que 2 minutes, je ne vais pas y arriver. Hop, la livraison, je vous le fais court sur la livraison. La livraison, bien évidemment, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais il y a eu une explosion, bien évidemment, pendant la crise sanitaire et aujourd'hui encore. Il y a eu une explosion des créations d'entreprises de transport de proximité. Le dernier kilomètre, vous savez, vous récupérez à manger, vous récupérez je ne sais pas quoi, et vous allez l'emmener chez celui qui a commandé. Pareil, attention, là, c'est pas que c'est pas rentable. Là, vous êtes dans certaines activités à la limite de la légalité quand vous travaillez, parce que certains secteurs aujourd'hui sont mal, protégés, ou alors vous allez travailler dans des conditions qui ne sont pas des conditions normales. Donc faites attention sur ces sujets-là, notamment dans tout ce qui est livraison de proximité. Mais ça se fait, on arrive à faire des choses très bien, mais il faut bien encadrer votre activité et respecter les normes. Autre élément que je vais faire, dans les 2 derniers, c'est la seconde main, donc les tout nouveaux. Tout ce qui apparaît aujourd'hui, c'est on n'achète plus et on vend, on n'achète plus et on jette plus. On achète, on revend. Et en fait, beaucoup de gens rachètent de la seconde main, et notamment tout ce qui est le reconditionnement. Passer aussi à, non pas seconde main au sens de j'achète quelque chose qui a déjà été utilisé, mais en fait, je vais reconditionner des objets pour leur en faire quelque chose pour lesquels ils n'étaient pas initialement faits. Donc, en gros, aujourd'hui, les cartons, je vais attraper les cartons, je vais en faire du mobilier. Ça, on appelle ça du reconditionnement. Si je réutilise des choses dont l'usage initial n'est pas celui d'aujourd'hui, ça s'appelle du reconditionnement. Autre élément dans les pratiques d'achat,
c'est tout ce qui est location, prêt et partage. Aujourd'hui, on achète de moins en moins. On va louer, on va prêter aux voisins, ou on va prêter à je ne sais pas qui, et on va aussi partager. Partager, c'est ce qu'on appelle le co-living, le co-working. On va partager des espaces pour vivre, on va partager des espaces pour travailler. Eh bien, tout ça, ce sont des nouveaux modes d'achat qui font que dans vos business models, ça va impacter en fait votre façon de préparer votre projet. Et dans les derniers éléments sur les évolutions, je voudrais vous parler, on a parlé des consommations, des pratiques d'achat. Je voudrais vous parler aussi des évolutions des méthodes. Les méthodes, on n'est plus dans la consommation. Là, on est sur 3 axes. Les modes de production. Aujourd'hui, les modes de production changent. Dans ces modes de production, vous avez effectivement de plus en plus d'intégration de l'informatique qui vous aide en fait à faire des choses intelligentes, et notamment l'intelligence artificielle. Je ne parle pas de l'intelligence artificielle générative qui, elle, est en train de transformer beaucoup de pratiques, mais je parle de l'intelligence artificielle qui existe depuis déjà, je ne sais pas combien, 10, 15 ans au moins, sur les marchés de façon un peu développée. La réalité virtuelle aujourd'hui, la plupart, je vous donne un exemple dans l'immobilier, vous l'avez certainement fait. Aujourd'hui, dans l'immobilier, les gens qui vont visiter une maison en présentiel la connaissent déjà parce que les 3/4 du temps, il y a une visite virtuelle sur le site de l'agence immobilière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir, et votre présence numérique est importante, c'est-à-dire qu'en fait, pour vendre votre produit, il va falloir que vous le présentiez digitalement, pas physiquement, digitalement d'abord. Parce que la méthode de recherche d'un produit, elle se fait d'abord par Internet avant de marcher dans les rues et d'aller faire les magasins. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Je suis en train de trier parce que là, il va me tuer, là, parce que je suis en train de... Ah oui, dernier point, mode de production, c'est sous-traitance. Pensez-y, tu en parleras? Il va en parler, j'en parle pas. Mais non, mais pensez-y, aujourd'hui, on pense toujours à créer sa boîte pour produire quelque chose. Pensez aussi que vous pouvez vendre vos compétences. Et vendre ces compétences, ça veut dire que vous allez mettre vos compétences à disposition d'une entreprise, donc vous êtes en B2B, et que parce que vous avez une entreprise qui a besoin, par exemple les soudeurs aujourd'hui, il y a une demande sur le marché de la soudure qui est énorme pour les soudeurs de compétences. Donc ce ne sont pas les soudeurs du dimanche, c'est les soudeurs qui ont des compétences hyper pointues. Et en fait, sur le marché de la soudure, ils sont hyper recherchés aujourd'hui dans l'électricité ou dans l'énergie, dans d'autres domaines. Eh bien, pensez-y, être soudeur, aujourd'hui, les 3/4, ils créent leur boîte pour vendre leurs compétences. Tout simplement, ils se vendent, mais à travers une entreprise. J'ai appuyé sur un truc, je ne sais pas ce que c'est. RSE, Green Business. Alors, si vous n'intégrez pas la RSE, et ce qu'on appelle le Green Business, c'est tout ce qui est éco-responsabilité, développement durable et autres. Si vous n'intégrez pas toute l'éco-conception, et je vous parlais tout à l'heure, votre produit ou votre service, il va depuis l'idée de sa conception jusqu'à sa transformation, consommation, destruction. Eh bien ça s'appelle de l'éco-conception. On va aller d'un bout à l'autre de la chaîne et on va regarder quel est l'impact de chaque moment de vie de mon produit ou de mon service et quel est son impact sur le développement durable. Transition écologique, énergétique, je vous en passe parce qu'alors en ce moment on en a partout et faites-le parce que c'est un élément de compétitivité hyper important. Pensez-y, intégrez-le dans votre business model. Économie circulaire, ça va avec. C'est aussi de se dire, je recycle. Et qu'est-ce que je fais en fait de ces produits-là une fois qu'ils ont fini de vivre? L'inclusion, je vous en ai parlé. Et les modes de travail. Alors, mode de travail, je vais finir là-dessus. Mode de travail, ça va être la mobilité et le télétravail, bien évidemment. À partir du moment où les gens travaillent chez eux, il va y avoir des besoins. Il va y avoir des besoins de formation notamment, puisqu'il va falloir gérer la distance. Il va falloir former le salarié qui travaille à distance, mais il va falloir aussi former les managers. Et tout ce qui est coaching du management de la distance, aujourd'hui, a de l'avenir. Et tout ce qui est lié au télétravail va permettre, en fait, que ça soit du télétravail au sens de j'aide les gens à télétravailler, mais j'aide aussi les entreprises à se réorganiser, parce que quand on télétravaille, on a des bâtiments qui se vident, et il faut donc réorganiser les bâtiments. Voilà, ça c'est par partie des éléments qui sont liés au travail. Et ensuite, pour tout ce qui est, donc je vous ai parlé e-formation, donc là l'e-formation, ça fait florès sur les créations d'entreprises. Pensez à formation continue en permanence. L'individu aujourd'hui se forme tout au long de sa vie. Il y a énormément de choses à faire en termes de formation. Si vous avez je parlais tout à l'heure de sous-traitance, mais si vous avez des compétences, vous pouvez être formateur. Rien ne vous empêche de créer votre boîte et de faire de la formation.
Formation continue tout au long de la vie et e-formation, ça c'est les deux mamelles, j'allais dire, de la formation, parce que la formation en physique, bien évidemment, on en fait encore, mais ces deux autres-là permettent en fait d'accéder à des formations où le présentiel n'est pas nécessaire. Et je crois que j'ai fini. Juste si vous avez envie, parce que normalement ça j'aurais dû le mettre à la fin. Je le fais à la fin? Vas-y. Non, je le ferai à la fin. Vas-y. Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Guillaume Ménard et je suis conseiller innovation au sein de Bretagne Compétitivité, qui est une association qui a été fondée à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie. Et j'ai le bonheur de pouvoir compléter les propos de Laurence et poursuivre l'exploration de la grille de lecture finalement. Une des grandes questions, c'est de se dire finalement un secteur porteur, est-ce que ça existe vraiment? La conviction qu'on partage avec Laurence, c'est que le formuler de cette façon-là, c'est sans doute faire une petite erreur d'appréciation. Et donc les propos de Laurence et ceux que je vais compléter, enfin les compléments que je vais apporter, c'est vraiment l'idée de vous dire, en fait il y a des grilles d'analyse et il y a des outils qui vous permettent de mieux comprendre cette notion-là et de vous en emparer, de vous l'approprier pour pouvoir aller plus vite. Et donc là l'idée c'est jouer sur le modèle d'Oué Charlie. En fait, chercher un secteur porteur, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Vous pouvez y passer beaucoup de temps, vous tromper et finalement vous passez sans doute à côté de l'essentiel du sujet. Pour apporter des éléments de réponse, alors promis, pas théorique, l'idée c'est de ne pas faire un cours, mais par contre de se dire il y a des fondamentaux qu'il faut absolument checker quand vous embarquez dans la création d'une entreprise, avant même de se dire je vais sur un secteur porteur, une tendance, un marché qui se développe, etc. C'est de se dire finalement, est-ce que le marché il est en croissance? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui vous permettent de vous dire il y a de plus en plus de clients et je vais répondre à une attente qui croît? Ça c'est le premier point. En fait, si vous allez sur un marché en déclin ou un marché qui arrive à maturité, Laurence évoquait le bio, on pourrait penser au vrac. Finalement, ces marchés-là, aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon timing. Donc, ça fait partie des éléments de réponse. Le deuxième, c'est est-ce que les clients sont solvables ou est-ce que finalement, il y a par exemple des pouvoirs publics qui vont accompagner la solvabilisation du marché et qui vont accompagner cette croissance de la demande et le fait que votre offre ait plus de chances de rencontrer du succès. Et puis le dernier point, c'est de votre ressort, c'est de construire une offre de valeur qui ait du sens, qui soit cohérente par rapport à un certain nombre des enjeux que Laurence évoquait tout à l'heure et qui répondent aux attentes du marché. Et là, finalement, en ayant ces trois éléments-là, ça paraît complètement basique, mais je vous assure, pour faire ce métier d'accompagnement de création d'entreprise ou de développement d'entreprise, c'est pas toujours réuni dans la formulation, dans vos hypothèses de réflexion. Et c'est souvent le fait d'avoir oublié un de ces trois facteurs-là qui fait que finalement, vous risquez de prendre plus de temps pour réussir à développer votre structure. Et donc, si on va un petit peu plus loin, le schéma, vous le connaissez par cœur, mais c'est de se dire, finalement, si on reprend le business model Canvas, les trois questions que j'évoque, en fait, elles sont là. Elles sont liées à l'architecture de valeur, l'équation de profit et le fait de trouver le bon marché. Et juste, je reviens à un point. Si vous devez avoir une seule obsession, c'est cette fameuse équation de profit là qu'on voit ici. C'est de vous dire, finalement, il faut que mes revenus ils soient supérieurs à mes coûts et que ça permette de dégager un salaire ou de payer les salaires des employés que j'ai. Et donc, ça doit être ça, votre obsession. L'obsession, ça ne doit pas être de trouver le marché porteur. Et donc, finalement, si on pense marché porteur, on risque de tomber dans une impasse. Et donc, nous, ce qu'on vous propose avec Laurence, c'est plutôt de se dire, on fait un pas de côté, et plutôt que de s'intéresser à des marchés porteurs, c'est se reposer la question différemment en se disant comment je vais actionner des leviers de différenciation, comment je vais sortir du lot, et comment je vais faire en sorte que dans un marché en croissance et où il y a de la concurrence, et c'est une bonne nouvelle qu'il y ait de la concurrence, comment je fais en sorte que mes clients m'identifient, accèdent et que finalement, moi, j'ai accès à un certain nombre d'éléments clés qui me permettent de ne pas tomber dans les biais du panurgisme, là, le petit mouton que vous voyez en bas. Finalement, ça, c'est votre job. Pour vous aider, il y a un truc basique en méthodo, c'est de se dire, et finalement, est-ce que ce que je suis en train de développer, ça répond à des attentes et tendances? Alors, vous connaissez sans doute Maslow. Moi, ce que je vous propose, c'est d'intégrer la dimension 2.0. Là, il y a plein de jeunes dans la salle et c'est super. Vous, vos attentes et vos besoins fondamentaux, ils ont vachement changé par rapport à un public du même âge il y a 40 ans. Et donc, dans les besoins de base, aujourd'hui, le fait d'avoir accès à de la connectivité, d'avoir accès à un device, à un appareil numérique qui soit opérationnel, ça fait partie de vos besoins de base au quotidien. Il faut en tenir compte dans vos offres de valeur, parce que sinon, vous risquez de passer à côté. Et puis l'autre façon d'aborder cette grille de lecture finalement des marchés porteurs ou des transitions, etc., c'est de se dire finalement notre monde il fait face à des grandes ruptures. Alors c'est assez simple, nous au sein de Bretagne Compétitivité, on a ce modèle-là depuis très longtemps, et l'idée c'est de se dire finalement on passe au crible les projets qu'on peut rencontrer en se disant est-ce que ça répond à ces grandes ruptures-là, est-ce que ça
Alors, surfer, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, est-ce que le projet s'est approprié cet enjeu-là et en fait un levier pour pouvoir aller plus vite, aller plus fort et rencontrer plus de clients? Et donc, ouais, je suis désolé, ça se voit peut-être pas très bien, mais l'idée, c'est de se dire, on retrouve en fait les grandes transitions que Laurence évoquait, elles sont formulées différemment, mais l'essentiel est là, c'est-à-dire la transition écologique et énergétique, la question de la démographie. Alors, en Europe, on se la pose en se disant finalement comment on va adresser le sujet du vieillissement et de la population, comment on va accompagner ça et développer les bons services. Si vous sortez de l'échelle européenne et que vous vous dites mon offre elle va être globale, sans doute que ce curseur-là, il n'est pas bon, parce que si on regarde ce qui se passe en Afrique, par exemple, la question du vieillissement, elle ne se pose pas du tout, c'est plutôt la question de comment on fait avec une population qui est hyper jeune, avec une moyenne d'âge inférieure à 25 ans dans beaucoup de pays, et comment on accompagne cette croissance démographique-là. Donc les besoins vont être différents. L'autre point, c'est la question de la transition numérique. Comment on développe des offres qui permettent de croiser avec, par exemple, les enjeux de la transition écologique, des offres qui sont numériquement responsables et qui permettent de répondre à nos besoins fondamentaux du quotidien sans avoir un impact qui soit inhérent et complètement débile lié à la surconsommation de numérique et de données, etc., qui génèrent des besoins en infrastructures numériques qui sont énormissimes. Et puis le dernier point, c'est la question de l'évolution de notre structure de société. Finalement, en France, on voit que ce qu'on appelait la classe moyenne, elle a tendance à sans doute se réduire et qu'il y a des écarts de richesse qui sont plus forts. Et ça a un impact sur la façon de consommer. On pense à des réseaux comme les hard discount, etc. On voit bien qu'ils ont fait florès en France, notamment en surfant sur cette question du pouvoir d'achat. Mais si on va en Inde, en Asie du Sud-Est, etc., on voit que là, en fait, on a des gens qui accèdent à la capacité de consommer et finalement ils vivent les 30 glorieuses que la France et l'Europe a connues aujourd'hui. Et donc ça veut dire que peut-être que ça peut être intéressant à intégrer dans votre offre de produits et de services en vous disant finalement si je raisonne à l'échelle globale et que je veux adresser la classe moyenne, cette classe moyenne-là, elle est peut-être en croissance et forte à l'échelle de la planète à d'autres endroits. Donc je passe vite, mais l'idée c'est de se dire on développe des programmes d'activité, on pourra en reparler, j'ai amené de la doc, etc. L'idée c'est de garder du temps d'échange avec vous. Donc sur les questions de transition, c'est un de nos grands axes, c'est un levier pour nous pour parler aux entreprises et attirer des projets vers notre offre d'accompagnement. Et c'est aussi une façon de répondre aux attentes en termes de politique publique. Laurence parlait du côté industriel. Vous avez dû entendre pas mal de communication sur l'enjeu de relocalisation, réindustrialisation. L'association, ça fait longtemps qu'elle s'est emparée de ces sujets-là et qu'on développe une offre d'accompagnement dans ce sens-là pour pouvoir mieux vous accompagner et partager notre expertise sur ces sujets-là. Et vous allez me dire, mais ouais, ok, mais alors, comment on traduit ça pour nous maintenant qu'on a vu le côté théorique, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ça à travers des exemples, en faisant un petit clin d'œil, en se disant, finalement, les grands pouvoirs appellent de grandes responsabilités, et les grandes ruptures ou les grandes transformations, ça implique de grandes attentes côté consommateur, et à la fois côté consommateur comme vous et moi au sens B2C, mais aussi en B2B. Et donc ces grandes attentes, vous retrouverez dans le support, on ne va pas les détailler, mais ça recroise les enjeux que Laurence évoquait sur le do-it-yourself, sur le côté prêt à consommer, le kit, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parle d'exemples d'entreprises bretonnes qui se sont emparées de ces sujets-là et qui ont transformé l'essai, entre guillemets. Alors, le premier sujet, c'est Bini. Donc, c'est une entreprise qui s'est emparée du sujet de la fin des couverts à usage unique dans la restauration hors domicile dont parlait Laurence. Donc, forte croissance de ce segment-là. Et puis, les pouvoirs publics jouent leur rôle. En fait, on a une situation où on a des insatisfactions et de l'externalité négative liée à ce développement-là. Si on le traduit en mots simples en français, c'est beaucoup de déchets à usage unique en plastique générés par notre consommation de nourriture à emporter le midi, le soir, livrée à domicile, etc. Comment on y répond ? On met une loi pour essayer d'orienter l'offre, et donc c'est ce qui a été fait notamment dans le cadre de la loi AGEC, c'est de se dire on se donne une trajectoire et un horizon, et les professionnels s'emparent de ce sujet-là en se préparant finalement au fait que l'emballage ou le couvert à usage unique en plastique, c'est fini. Et donc face à ça, on a des acteurs comme Bini qui s'emparent de ce sujet-là en se disant les professionnels vont avoir un problème. On revient au BMC, à la méthode de développement de solutions. Finalement, quelle solution on peut apporter ? Donc la solution évidente, c'est un couvert ou un kit de couvert qui est réutilisable. Après, vous allez me dire, mais en fait, dans ce sujet-là, il y a plein de façons de le faire. Et donc c'est là où, quand on parlait de l'offre de valeur tout à l'heure, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est vous qui avez les manettes sur cette question-là, en vous disant, finalement, j'ai identifié le problème, potentiellement on est plein à avoir identifié ce problème-là, comment on fait en sorte de bien répondre aux besoins des clients, et
avec quelque chose qui soit satisfaisant à termes individuels. Par exemple, pour les créatrices de cette entreprise-là, c'était hyper important que le kit de couvert, il soit non seulement réutilisable, qu'il soit ergonomique. Et puis l'autre point, c'était que finalement, on ne déplace pas le problème de la création de déchets et d'utilisation de ressources. Et donc là, elles ont développé une solution avec un enjeu R&D important, c'est-à-dire comment on fait en sorte que ce soit facile à utiliser, que ce soit facile à laver et à relaver plein de cycles, et comment on fait en sorte que ce produit-là, finalement, il ne génère pas un nouveau problème à sa fin de vie, comme l'expliquait Laurence tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose où la ressource initiale, elle est issue de ressources renouvelables, des fibres de bois, des déchets de bois, et un polymère qui est lié à l'utilisation des huiles dans la restauration. Donc l'idée, c'est de dire, finalement, à travers des huiles usagées, on fait un plastique biosourcé, issu d'huile végétale, et qui permet de développer un produit réutilisable et qui ne pose pas trop de problèmes en fin de vie. Parce que finalement, il n'y a pas trop d'additifs, il n'y a pas de plastifiants compliqués, et ça permet de répondre à la fois à des qualités d'ergonomie, et puis à des qualités de fin de vie et en termes d'impact environnemental. Et là où c'est intéressant, c'est de se dire, ok, c'est super, le concept est génial, mais comment on fait et comment on accède aux clients. Et donc, il y a tout l'aspect digital, etc., mais ça, c'est très classique. Là où nos créatrices ont été malines, là, entre guillemets, c'est qu'elles sont allées voir des professionnels de la restauration à domicile en raisonnant presque goodies, en se disant finalement comment on peut faire en sorte que ce produit-là, ça devienne un réflexe, notamment dans le transport. Et donc là, l'idée, ça a été de se dire, on va adresser le délégataire de TGV et on va lui proposer une offre qui répond à sa mise en conformité par rapport à la réglementation et qui apporte pas mal de bénéfices en termes de communication et en termes de qualité perçue pour les clients, parce que finalement, on a un kit qui est pratique. Parce que le grand sujet, si vous avez rencontré ça, c'est soit vous avez un truc qui n'est pas du tout pratique et vous ne pouvez pas couper la viande avec le kit réutilisable, soit vous vous retrouvez quelque chose qui n'est pas facile à laver ou pas facile à ranger. Et donc là, vous voyez bien à travers les visuels qu'elles ont essayé de résoudre cette équation-là. Surveiller, je vais y aller vite. Le deuxième exemple, c'est le pouvoir des fleurs. Le métier de fleuriste, c'est un b.a.-ba classique, on en trouve partout, où on en trouvait partout dans nos bourgades. Là, le sujet, c'était de se dire, en fait, l'impact des fleurs, d'un point de vue environnemental et social, il est terrifiant quand on creuse le sujet, parce que nos roses, elles viennent d'Éthiopie ou du Kenya ou de Bolivie et d'Amérique du Sud. Et donc, c'est-à-dire qu'elles voyagent par avion, qu'elles sont produites dans des conditions environnementales et sociales qui ne sont pas forcément à l'image du produit qu'on achète. Et donc là, les bottes d'anémone, qui est un projet dans le Morbihan, c'est emparer de ce sujet-là en se disant comment on peut revoir cette chaîne de valeur-là, retrouver des producteurs en local pour pouvoir proposer des fleurs de saison qui ont un impact environnemental beaucoup moins négatif que l'offre classique, et du coup avoir une offre qui permet de se différencier, d'adresser des professionnels notamment de la restauration, de l'hôtellerie et des administrations qui ont des besoins de fleurissement pour contribuer à la qualité de leur accueil. Et là où c'est intéressant, on parlait de la question de l'authenticité, de l'artisanat qu'on mêle souvent. Souvent, on confond nature et côté impact positif pour l'environnement. Et finalement, là, l'exemple des fleurs, il est parfait pour ça. C'est-à-dire que quand on achète une rose, on ne pense pas du tout qu'on a un impact négatif sur la santé humaine et sur la santé des écosystèmes. Or, on se trompe. Et donc là, l'idée, c'est de se dire comment on peut rapprocher les enjeux et de biodiversité, de fleurs locales et la naturalité sans finalement avoir un impact négatif. Et donc ça, c'est le challenge qu'a relevé les bottes d'anémone. Et puis un autre exemple, c'est Aliora. Et donc on parlait de la question de la sous-traitance industrielle, c'est mon prétexte pour en parler. C'est de se dire, en fait, la sous-traitance, il y a plein de sujets. Aujourd'hui, si vous vous promenez sur le bassin rennais ou même breton au sens large, des entreprises industrielles qui cherchent des compétences, il y en a plein. Donc la réponse face à ça, elle est multiple. Il y a la question de la marque employeur, de la communication, de l'organisation pour recruter, pour former et pour donner envie à des jeunes de s'intéresser aux carrières industrielles. Et puis l'autre façon de répondre, c'est aussi d'organiser de nouveaux modèles de production. Et ça, c'est le pari d'Aliora. Donc cette entreprise-là, elle a été reprise à la base du tribunal de commerce. Donc en termes de santé, on était sur quelque chose qui est fragile, mais avec une nouvelle approche finalement, un nouveau modèle économique, en se disant on peut rebattre les cartes du modèle économique d'Aliora parce qu'on va aller chercher des partenariats qui permettent de développer une nouvelle offre et passer d'une offre où on était en sous-traitance et on produisait du coffret cadeau par exemple pour des parfumeurs à quelque chose où on organise en fait le fait de s'associer avec d'autres partenaires pour pouvoir développer une offre qui permet de faire ce qu'on appelle du full service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils font l'ensemble de la conception jusqu'à la livraison pour des coffrets qui contiennent des jeux.
Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe autour de vous, bah, la gamification, le fait de jouer, que ce soit dans l'univers personnel ou professionnel, ça devient presque un classique. Et donc derrière ça, ça veut dire que la demande en jeu, en support pour jouer, pour pouvoir animer des séquences de ton collectif, etc., elle est devenue croissante. Mais pas pour des très grandes séries, c'est pas Ravensburger ou d'autres. Là, l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, il y a un professionnel qui a un besoin dans le conseil de développer un jeu, et donc il faut avoir une offre adaptée en termes de petites et moyennes séries. Et donc c'est là où votre intelligence, votre agilité et le fait de constituer autour de vous une chaîne de valeur qui permette de répondre à ces besoins-là, eh ben, ça vous permet de sortir du lot et de devenir gagnant finalement. Surveilleur, ouais, il nous reste 1 minute, donc... là, l'idée, c'était de parler aussi de l'enjeu de la sous-traitance industrielle, en passant par l'offre de service, où finalement, vous répondez à des besoins industriels en proposant du service et en déplaçant les questions de propriété à travers des équipements industriels qui ne sont plus finalement vendus aux clients, mais mis à disposition à travers une offre de service, un abonnement et de la maintenance prédictive, par exemple. Voilà, et donc... Le support, il vous est mis à disposition à travers le site de Déo. Vous avez nos coordonnées à Laurence et moi, et on se tient à votre dispo à l'issue de rapides temps d'échange. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Moi j'ai un micro et j'arrive. Merci, c'est gentil. Ah, merci beaucoup. Eh bien, bonne suite de salon. Merci encore aux équipes de Déo et notamment à Cassandra et Nathalie qui nous ont fait confiance pour ce nouvel atelier en 2023. Et puis, bonne visite et super projet à vous.